Bah alors bienvenue, bienvenue, vous étiez déjà tous là. On a pris une petite claque là ce matin pour ceux qui étaient là. Donc on va enchaîner sur le top des sites web. Donc c'est notre sélection, hein, on va l'assumer, hein, JP. On peut dire que voilà, c'est notre choix. Ouais, tout à fait, pas de logique de classement, pas ce genre de choses. C'est ce qu'on a repéré de beau et de bien et de pertinent. Et puis on va aussi porter un regard non pas critique, mais challenger aussi voilà un petit peu ce qui a été fait pour voilà continuer à chercher à améliorer les choses. Ouais, être un peu dans l'autocritique de nos propres choix en fait. C'est un peu schizo, mais. Ouais. Alors, peut-être on se présente rapidement. Donc on est membre du groupement Idées Réseau. Moi je m'appelle Mathieu Vado. Vous nous avez déjà vu peut-être pas mal de fois. On est consultant en marketing touristique et je suis accompagné de JP. Jean-Patrick Mancini. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi consultant dans le groupement Idées Réseau. Alors, on démarre. On va démarrer avec une zapette qui fonctionne. Zapette qui fonctionne ou pas? Attends, peut-être faut juste faire ça. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Allez. On est bon. Donc nous allons effectivement proposer une sélection pour voir voilà ce qui émerge en termes de fonctionnalités, de web design. L'objectif étant voilà de matérialiser la manière qu'ont eu les destinations, les entreprises et puis aussi les auteurs de ces sites internet pour matérialiser les objectifs marketing qui étaient visés. Pour faire une transition douce avec ce qu'on a vécu ce matin, Dieu merci, nous allons démarrer avec un sujet pas trop éloigné avec cette première sélection avec Normandie Tourisme. Je pense que la phrase se tient bien. L'alignement du fond et de la forme. Se pose toujours la question comment arriver à faire passer pour partie des messages qui nous ont été transmis ce matin avec voilà malgré tout une cohérence, une pertinence marketing. Et là vous allez le voir sur les quelques écrans qu'on va vous montrer. C'est vrai qu'il y a un alignement entre la stratégie touristique, hein, vous allez voir que c'est aussi du développement de produits, de circuits, d'expériences, mais aussi une stratégie qui se matérialise dans une stratégie digitale. Donc, les valeurs de la destination sont au cœur de la promesse de ce site internet. Le positionnement est très affirmé, clairement. Hein, ça se retrouve vraiment sur toutes les strates du contenu qui est déployé sur cette plateforme. Vous allez voir une stratégie de contenu aussi qui est hyper dense et qui permet du coup, voilà, de valoriser cette stratégie de contenu dans un web design qui, vous allez voir, s'adapte en conséquence. On a une vraie promesse de valeur, c'est-à-dire que voilà, on propose de visiter la Normandie, mais visiter la Normandie y compris sur ces incontournables. Donc il s'agit pas de dire on passe par des chemins de travers, non, on met les incontournables de la Normandie au cœur de la promesse, mais c'était une partie des propos de ce matin, on rend l'expérience bas carbone faisable. Et donc pour ça, ça nécessite aussi de répondre aux besoins de rassurance, c'est-à-dire comment on s'y prend en termes d'organisation, en termes de transport, en termes de beaucoup de choses, pour dire voilà, vous ne sacrifiez pas l'expérience de séjour, l'expérience touristique sur l'autel de votre engagement responsable. On vous donne des solutions, nous, destination, dont c'est notre responsabilité. Et là, plein d'idées, plein de suggestions. Vous voyez des idées de week-end sans voiture, encore une strate en dessous, une sélection d'escapades responsable pour tout le monde avec des sélections affinitaires que vous retrouvez en dessous pour les familles, pour les couples, etc. Sur le même écran encore, des idées de vacances en itinérance ce coup-ci. Donc, on parlait de mobilité douce un peu plus tôt, on est en plein dedans. Et aussi une valorisation et une promotion des prestataires engagés, voilà, pour que aussi soient valorisés ceux qui ont fait l'effort de cet engagement durable. Alors, vous voyez, la Normandie a déployé près de 80 expériences normandes bas carbone qui sont accessibles dès la page d'accueil. Et voilà, chacune d'entre elles bénéficie quand même d'une vidéo de présentation. Donc, je vous répète, fois 80 quand même. Ouais, c'est ça qu'on a voulu aussi renommer. Il y a vraiment un gros effort sur la production de contenu, c'est-à-dire que ils ont poussé le bouchon un peu loin. Ouais, ils ont poussé le curseur très loin. Et donc voilà, une vidéo pour se mettre dans l'ambiance et puis aussi une fiche de présentation en mode storytelling. Vous voyez sur le wording qui est choisi. Et puis aussi, ce sont des expériences incarnées. On est chez des prestataires, chez des personnes qui vous reçoivent. Et donc tout ça, c'est parfaitement incarné par ceux qui font ces efforts. Et
on a aussi des informations 100% pratiques, rendre l'expérience bas carbone faisable. On est en plein dans le discours qui était tenu ce matin. Et la Normandie, là, a fait le job. Et enfin, un bouton réservé directement pour aller jusqu'au bout de la promesse. C'est-à-dire, voilà, vous avez été séduit par la promesse de valeur. On donne les informations et puis voilà le contact direct chez le prestataire. Donc ça fonctionne hyper bien. On a de vrais conseils, comme je vous disais tout à l'heure, pour malgré tout visiter les incontournables. C'est-à-dire l'attractivité de la destination, ces piliers d'attractivité restent présents au cœur de la promesse. Et comme vous le disiez, on va un petit peu challenger les choses aussi sur ces aspects-là. On se pose la question, voilà, des économies, alors qu'on a qualifié sans être péjoratif du tout, mais pour que le message passe, les économies de bout de chandelle qui parfois, voilà, sur là vous voyez le premier, l'écran que vous voyez, c'est le header de la homepage, donc ce qui est censé un petit peu vous happer et vous faire rentrer justement dans cette promesse de valeur bas carbone. On arrive sur un écran, c'est vrai, qui est un petit peu froid, et donc on se dit finalement, est-ce que les 300 kilooctets là qu'on n'a pas mis là-dedans, finalement, est-ce que ça permet pas de ne pas transformer l'essai? Est-ce que par plus de séduction, peut-être plus de séjours bas carbone in fine? Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. Il y a une éco-conception en fait du site web de bout en bout, mais sur le header, pour nous, c'est un élément de séduction, et donc du coup, pas mettre de photos. Voilà, honnêtement, enfin pour être plus direct que JP, on pense que c'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire que voilà, c'est un élément de séduction. La homepage, c'est une page comme les autres, certes, mais enfin c'est quand même la carte de visite de départ. Voilà, donc ça nous semblait juste là peut-être l'aspect un peu critique, sans absolument pas dévaloriser tout le travail de production de contenu qui a été fait et qui a vraiment un vrai angle et qui est vraiment poussé jusqu'au bout de la démarche, quoi. C'est pas, il y a pas de greenwashing, quoi. C'est vraiment propre, quoi. Voilà. Pour rester dans la logique aussi durable, moi je voulais faire un petit focus sur Stockholm, parce qu'il y a une autre manière de regarder aussi on peut regarder par l'approche de l'offre et l'éco-conception du site, ce qu'on peut faire en interne et puis ce qu'on valorise aussi en termes d'offre touristique, ce qu'on peut faire aussi en termes de segmentation. C'est-à-dire que si on vise des clientèles locales ou futures locales, en l'occurrence comme c'est le cas pour Stockholm, donc des gens qui vont vivre, qui vont rester, qui vont pas séjourner un week-end, mais qui vont venir s'installer, qui vont faire un an d'études, etc. Effectivement, si on met le curseur ici, on va limiter les déplacements, et donc les déplacements, c'est le plus gros émetteur de CO2 dans le tourisme. Donc c'est une manière de faire aussi différente. Et je trouvais que eux, ils avaient pareil, un petit peu la même démarche aussi que la Normandie, c'est ils ont poussé aussi très loin la production de contenu pour les locaux, avec une rubrique qui s'appelle Live and Work. Donc le site, évidemment, il n'y a pas de version française, ils ne doivent pas nous attendre spécialement à Stockholm. Avec une approche en deux parties, avec le before et puis le avant, donc avant de venir, donc avec des articles. Alors je vais mettre un peu plus près pour faire la traduction, mais avec des articles, les 20 choses que j'aurais voulu savoir avant de me déplacer, enfin avant de déménager finalement à Stockholm. Voilà ce type d'article. Comment j'amène ma famille, voilà où je peux, pourquoi les esprits brillants par exemple décident de s'installer à Stockholm. En haut, on a un guide pratique pour faciliter en gros votre déménagement, votre changement de vie à Stockholm. Ouais, exact. Et puis toute une série d'articles qui vraiment traitent ce sujet-là, mais en profondeur. Certains sont incarnés aussi par des ambassadeurs un peu locaux avec des profils particuliers. Mais il y a vraiment une grosse production de contenu. Et un point intéressant aussi en ergonomie, c'est que les contenus, on va les retrouver à plusieurs endroits, de façon différente, dans un rubricage un peu différent, et on a une impression de volume de contenu alors qu'on les retrouve assez souvent, mais c'est une autre façon aussi de pouvoir y accéder plus facilement. Et la partie un petit peu qui va être qualifiée de local recommended, donc c'est un niveau 1 de rubricage, qui est plus sur du storytelling local, mais qui s'adresse à la même cible avec rien de nouveau, hein, ça avait été fait au départ, on s'en avait beaucoup parlé il y a quelques années avec Montréal, mais des ambassadeurs en fait locaux qui vont produire les contenus, qui vont partager leurs adresses, qui vont faire des guides de voyage, et c'est incarné. Et ça s'adresse à ce public-là de gens qui viennent vivre à Stockholm, que ce soit des étudiants, que ce soit des travailleurs, et que ce soit évidemment des habitants. Voilà. Donc ça nous semblait intéressant, le site est bien fait, et on valorise plus l'angle et la production de contenu que forcément le web design, par exemple. Voilà, pour le premier exemple. Alors, rien à voir, mais on va faire une petite séquence sur la commercialisation. Sud Tourisme. Alors Sud Tourisme, on l'a mis là. Alors là, on n'est plus forcément dans le responsable, parce qu'on l'a mis là parce que justement, il y a une approche
finalement, c'est un petit Expedia à un niveau local, puisqu'il y a une approche de réservation à 360, et en fait, c'est la province sud de Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que bon, on peut vendre la mobilité douce, mais on n'aura que de la clientèle locale. Si on veut travailler de la clientèle étrangère, il y a un moment, c'est la Nouvelle-Calédonie, on est obligé de s'intéresser quand même au transport aérien. Et là, l'idée, c'est que donc c'est la plateforme Antidote. Je vois François qui est là, la plateforme Antidote qui est derrière, et du coup, elle permet de vendre à 360 degrés l'hébergement, les activités, de la boutique en ligne aussi, et puis surtout le transport aérien. Il n'y a pas beaucoup de technos qui intègrent ça. Donc là, on l'a en 360. Les outils, il y a une partie d'outils qui peuvent être natifs parce qu'en fait, tout le monde n'est pas équipé là-bas, donc ça permet aussi de faire un peu ce qu'on a dans des logiques de marketplace. Et le modèle, en fait, qui est intéressant, je trouve, et je voulais souligner, là, c'est plus le modèle économique, c'est qu'en fait, être agent de voyage comme ça et vendre du package forfaitisé, faut être agent de voyage, vous connaissez toutes les contraintes qu'il y a derrière. Et là, c'est qu'en fait, là, c'est délégué en fait à une agence de voyage qui est derrière et ça coûte 5% de commission et ça rend le truc faisable pour moi à cette échelle. Voilà. Donc ça, c'était ça que je voulais souligner sur cette partie-là. Alors, petit défaut aussi sur la partie, si on peut être critique aussi, parce qu'on va essayer d'être critique aussi à chaque fois. Il y a 2 sites web. Ça, c'est assez courant dans la réservation. Si vous avez un système de résa, mais vous n'avez pas réussi à l'implémenter complètement dans votre système de vente, on pense que c'est pas la meilleure façon d'avoir des parcours de navigation efficaces. C'est souvent des contraintes techniques, donc on s'adapte, donc ça ressemble, mais des fois ça ressemble trop, donc en fait on se perd. Et voilà, on peut avoir des parcours un petit peu comme ça. Donc là, ça serait le défaut. Vous n'êtes pas les seuls, hein, mais du coup, ça peut être le défaut qu'on pourrait donner. On en a parlé, je sais que vous y travaillez. Donc, dans le prolongement de cette remarque-là, je me suis intéressé moi au site de la Clusa, que j'ai trouvé très joli, esthétique. Après ça, c'est parti pris, mais là, il y a un parti pris design pour moi que je voulais souligner. Et pourquoi je mets ce site? Du coup, je vais envoyer la démo. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Je vais essayer de dérouler en même temps, mais on arrive sur la page d'accueil, on a beaucoup d'appels pour aller réserver son séjour, donc réserver sa réservation. On a un accès direct au votre hébergement, donc on va basculer sur les pages de la centrale de réservation. Aux activités, pareil. Les meilleures offres disponibles, je suis passé vite, mais là il y avait les bons plans en fait qui étaient mis en avant. Là on est plutôt sur de l'édito avec Happy qui est derrière, de l'agenda. On doit avoir le bloc, il y a un bloc édito, il y a le bloc social media et on doit avoir la newsletter dessous. Donc on est sur du classique pour une homepage. On va partir sur une recherche d'hébergement, par exemple. Je bascule sur la partie hébergement, je réserve l'hébergement. En fait, c'est une intégration. C'est du JavaScript. Hein. C'est pas de l'API très compliqué. Ça coûte pas forcément très très cher. Tout est intégré en fait dessous. On change pas de domaine. On a toujours le bandeau en haut qui nous permet de naviguer et quand on met des choses au panier, si on va voir l'agenda et qu'on revient, on retrouvera toujours les éléments au panier. Et après, on est sur quelque chose d'assez classique où je vais mettre de la réservation. C'est un modèle centralisé, type centrale de réservation, c'est-à-dire qu'in fine, c'est la Clusa qui vend tout derrière, donc elle peut faire du cross-selling, c'est-à-dire que si elle a de l'activité à pousser, elle va pouvoir la pousser dans une logique de réservation. Et là, je vais sélectionner un hébergement. Je vous avoue que j'ai fait ça rapidement, donc j'ai pris des dates en juillet quand même pour avoir de l'offre. J'ai pris un chalet, je l'aurais fait pour moi, j'aurais pas pris celui-là, mais disons que j'ai eu la flemme et je me suis dit, pour l'exemple, ça marche très bien. Donc on a une galerie photo, on a un plan de situation, on a les dispos, on a le planning des disponibilités. Je vais aller au bout de la démarche et je vais ajouter un certain nombre de prestations. Donc voilà, c'était vraiment pour souligner le côté fluidité du parcours de réservation, et c'est important pour les taux de conversion. Donc je les ai appelés, je leur ai demandé les chiffres. Donc sur l'hébergement, c'est globalement stable. Il y a une évolution qui est favorable, mais c'est pas là où c'est le plus remarquable. Là où ça fonctionne, c'est sur la partie activité. L'intégration notamment du pass expérience là qu'on voit qui est poussé en fait dans le tunnel de vente, et puis le fait de systématiquement par défaut proposer les activités de cette manière-là quand on arrive en bout de panier, ils ont multiplié par 5 ou par 10, je crois, le volume d'affaires sur les activités. Alors ils ont aussi rentré des nouvelles offres, donc voilà. En tout cas, il y avait un effet très positif sur les activités. Donc voilà, ça c'était pour la Clusa. Et le pass activité, du coup, qui est aussi poussé pour toute réservation de date, tu disais. Oui, le pass activité, en fait, j'ai été un peu vite, mais le pass activité, c'est le City Pass en fait de la Clusa qui est juste sur les activités comme on aurait dans une ville. Par contre, il est accessible à partir du moment où on reste 7 jours. Si on reste moins de 7 jours, ils sont malins, on n'y a pas accès. Et après, on a 100% des activités en illimité, dont la luge d'été. Moi, j'ai pas envie de payer à chaque fois la luge d'été, donc c'est un truc qui m'intéresse assez bien, et évidemment le produit est attractif, donc il se vend super bien. Voilà.
Autre point aussi rapide sur toujours le sujet de la commercialisation, c'est Cannes qui a fait le choix ambitieux de faire un site dédié juste sur de la billetterie événementielle. Et donc, on a une forme de, je parlais d'un mini Expedia pour Sud Tourisme pour la Calédonie. Ben là, on a un mini Digitique local où vraiment il est vraiment pensé mobile, donc il est vraiment mobile first. Et on arrive à un site qui, hop là, pardon, j'ai raté mon animation, je sais pas pourquoi elle est pas partie. Elle est partie, non, elle est pas partie. Elle est partie, je ne sais pas. En tout cas, bon, il y a une fiche produit, voilà. Il y a une fiche produit. C'est bien fait, donc c'est raccourci, je crois, du coup, c'est vous qui avez fait ce site-là. Et du coup, c'est indépendant du système de réservation. C'est-à-dire, souvent, c'est le système de résa qui fait ce genre de site. Et parfois, ils sont bons sur la techno, mais pas forcément bons sur la partie faire des sites web, quoi, entre guillemets. Donc là, il y a le contenu froid qui est bien travaillé, et ensuite le lien vers la billetterie. Mais c'est surtout un site dédié qui fait un mini distributeur local sur la billetterie événementielle. Alors ça marche pour Cannes. Ça marcherait pas à d'autres. Enfin, il faut avoir un gros volume quand même de billetterie pour faire ça. Sinon, on va l'intégrer sur son site de destination. La plupart du temps, c'est plus logique. Le Cotentin. Alors là, c'est plutôt pour valoriser une astuce. Moi, je vais gérer la partie commercialisation. C'est un petit peu ma casquette généralement. Donc, c'est la minute commercialisation. Ce que j'ai bien aimé sur le Cotentin, le site est nickel, est très propre. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est le choix stratégique de dire les incontournables qui sont la page la plus visitée. Enfin, j'aurais pas demandé par contre, donc je préjuge. Mais généralement, les pages les plus visitées sur les sites de destination, à moins d'avoir des webcams, ce sont les incontournables. Et le choix des incontournables, c'est il y a forcément de la résa. Il y a forcément de la résa, et ça a été tout simplement. Enfin, là, on a une fiche de la Cité de la Mer avec un header vidéo, avec une description, avec un peu de storytelling et puis l'accès à la réservation. Le fait d'avoir mis en avant la réservation et de valoriser même dans les vignettes le fait que c'est réservable, tout simplement, en fait, ça fait plus de 25% de chiffre d'affaires en plus. Souvent, dans les incontournables, on fait pas ce lien-là direct, alors qu'il peut se faire. Sachez que si vous le faites, vu qu'il y a beaucoup de trafic, ça fonctionne. Voilà. Et en fait, je vais revenir juste une fois sur la Clusa. Vous allez dire, il y a un problème avec la Clusa, ce garçon. Juste pour vous montrer un truc sur les webcams. Donc là, si je fais les webcams, je vais sur les webcams. Donc là, j'en suis sûr et certain, les webcams sont la page la plus visitée du site. Les gens viennent pour voir s'il y a de la neige. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a de la neige à la Clusa? Ça a été fait il y a pas longtemps. Donc ouais, sur les sommets, il en reste un peu. Par contre, pour skier, ça va être un peu juste. C'est un peu normal, hein, la saison est terminée. Donc en bas, c'est vert, en haut, c'est blanc. OK. Et ce qu'on voit en bas, en fait, là, et là, je vais être critique parce que ça manque de contextualisation. On a un moteur, là, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, c'est un moteur qui permet de réserver son transport pour y accéder. Par contre, de façon contextuelle, ce qui est très intéressant, c'est de le placer là. Qui va voir quand on va voir les webcams sur le site d'une station de ski, on n'anticipe pas cette visite 3 mois à l'avance. Ou alors, vous avez un problème, vous êtes psychorigide, vous voulez savoir 3 mois à l'avance s'il y a de la neige ou pas, mais vous y allez dans 3 mois. Donc, généralement, c'est les quelques jours avant de venir. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est on met en place le MAS, qui est proposé, donc c'est un dispositif régional, hein, qui est proposé par, du coup c'est la techno qui est Antidote qui est derrière, mais je crois que c'est, j'allais dire Savoie-Mont-Blanc qui proposait ça, je ne devrais pas dire Savoie-Mont-Blanc, mais c'était à l'initiative de Savoie-Mont-Blanc, et donc chaque station, en tout cas de Savoie peut, là en l'occurrence de Haute-Savoie, peut utiliser ça à moindre coût. Enfin bref, il y a quelque chose de partagé. Mais en fait, peu importe. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de dire là, on a une information contextuelle. On sait que les gens qui viennent voir la webcam, ils sont là parce que dans 2-3 jours, ils sont potentiellement dans la station. Et moi, là, je les ai eus à la Clusa, je dis mais vos offres spéciales, les gars, mais pourquoi vous les mettez pas en avant, là? Les offres spéciales de la centrale de réservation, mais dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, pour vendre des activités. Ils m'ont dit oui, on sait, il faut qu'on le fasse, etc. Oui, faites-le. C'est la page la plus visitée, donc ils vont le faire. Voilà. Et donc on a discuté avec François aussi de cet élément-là. Tu me disais, j'ai peur de dire une bêtise, mais tu me disais que un MAS placé à cet endroit-là, donc un module qui permet de réserver son transport pour venir plus rapidement, il est 10 fois plus utilisé que s'il est planqué dans Infopratique, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc, tirer profit de ces rubriques-là, en termes de business, c'est hyper important. Voilà, c'était mon message. Et dernier point, je pense que je suis trop long. Mindtrip. Qui a entendu parler de Mindtrip? Vous parle? 1, 2, 3, 4. Ah, joli.
Donc Mindtrip, c'est un outil, c'est une IA, enfin c'est une IA, c'est un service en ligne qui permet de travailler des itinéraires. Je vais le lancer, je vais essayer de parler en même temps. Donc c'est une boîte américaine qui a levé beaucoup d'argent et qui en fait propose une interface pour faire de la suggestion d'itinéraires personnalisés sur mesure. Ils ont une base de connaissances énorme. Ils ont des deals avec Booking, avec Viator, etc. Donc ça va jusqu'au bout sur la réservation. Là, on voit un process où on a un moteur classique qui nous demande qui on est. Enfin, pas qui on est, mais où est-ce qu'on veut aller, combien de personnes on est et quand est-ce qu'on veut partir et quel est notre budget. Donc ça, c'est le critère qu'on va remplir comme un moteur de critères classique. On peut lui faire un prompt et lui dire, donc là, je l'ai fait en anglais, il faut que ça marche en anglais, mais je lui ai dit qu'on était deux, qu'on partait en Corse du 16 mai au 25. Je pars ce soir en fait. On part en Corse, on a une voiture, c'est ok, on prend le bateau, on arrive à Ajaccio et on aime bien les plages, les endroits typiques où il n'y a pas trop de monde, un peu en dehors des flux et vraiment identitaires. Et on a un budget de 2000 € et j'oublie un élément. Oui, les activités nocturnes aussi. On a envie de faire un peu la fête. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. C'est du temps réel, hein, j'ai pas accéléré la vidéo, hein, ça se déroule aussi rapidement que ça. Un point important aussi sur Mindtrip, c'est qu'en fait, on peut lui charger une vidéo YouTube, on peut lui charger une photo Instagram, on peut lui charger un Reels, on peut lui charger à peu près n'importe quoi, et on lui dit ça j'aime bien, tu peux me faire un itinéraire pour un truc comme ça, et il sait faire. Alors il va falloir ajuster, c'est du conversationnel, hein, c'est-à-dire que là si l'étape 1 me plaît pas, je lui dis l'étape 1 me plaît pas, il faut que tu propose-moi autre chose. J'ai la structure après de l'offre qui m'a présenté et donc du coup je peux accéder après à la réservation. Donc là on va voir, voilà, j'ai les différentes formules. Donc il a un deal avec Booking, mais on a aussi le direct, donc je peux aller réserver en direct. Je vais aller réserver en direct sur cet hôtel qui m'a l'air ma foi pas mal à Ajaccio. J'espère qu'il va pas m'exploser mon budget de 2000 € parce que ça a l'air un peu chic. Je retourne en arrière, je gère, j'ai toutes mes étapes, j'ai une vision carto. Un point aussi important, je l'ai pas testé jusqu'au bout, mais il gère aussi le en séjour, c'est-à-dire que si on commence à faire de la résa avec Mindtrip à l'intérieur, je pense plutôt sur les partenaires type Booking, Viator, etc. Il conserve les emails de confirmation, on peut l'utiliser aussi après sur place. Enfin, c'est vraiment tout en un. Et je trouvais que sur la partie itinérance, ça envoyait du. Alors il faut le tester parce que c'est un site de service, c'est pas un site très graphique, donc à présenter comme ça, je sais pas si ça fait le même effet, mais moi je l'ai testé. L'interface elle est canon. Et je sais qu'il y a une destination aux États-Unis, alors je sais plus laquelle, mais qui va utiliser la techno entre guillemets en marque blanche. C'est-à-dire que travailler de l'itinéraire comme ça pour arriver à une interface de ce type-là, il y en a qui ont essayé, ils y sont pas encore arrivés quoi. C'est la première fois que je le vois moi aussi abouti personnellement. Voilà. Et l'itinérance c'est galère en fait à faire quand même pour avoir travaillé le sujet sur la commercialisation, c'est un des sujets les plus compliqués. Et là, j'avoue que avec l'aide de l'IA, c'est assez propre, quoi. Voilà. Bon, je vais te passer la parole parce que du coup, vous avez compris et puis on va essayer de respecter notre timing. Là, on va passer sur autre chose. Je te laisse la parole, JP. Oui, on continue un peu sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes beaucoup en ce moment à vous questionner sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités, évidemment sur également les assistants conversationnels, les chatbots sur les sites web de destination. Vous avez en fin de journée un atelier d'ailleurs qui est totalement dédié à ces choses-là, mais on voulait mettre en lumière de nouveau des choix, des partis pris qui ont été pris avec, on va dire, une intégration de ces choses-là. Allez, pour que ce soit un peu pédagogique, on va dire en 3 niveaux. Alors, on a repéré d'abord un parcours de navigation très classique en Dordogne et dans Weid-Kaisersberg. Vous retrouvez des menus de navigation burger ici et puis même un menu horizontal ici sur Weid-Kaisersberg. Donc, on maintient l'ergonomie de navigation un petit peu traditionnelle. En lieu et place des messageries en ligne ou chat traditionnels, vous retrouvez l'interface avec l'assistant conversationnel, on va dire sur des choses qui ne révolutionnent pas ou ne remettent pas en cause, ne questionnent pas les parcours de navigation traditionnels, mais là on a effectivement une assistance qui nous est rapidement proposée. Alors un bis entre guillemets là-dessus, là aussi un parcours de navigation et une ergonomie de navigation
là aussi, où on a ses repères. Menu de navigation est ici. Quand vous ouvrez ça, c'est un méga menu qui s'ouvre sans problème. Et puis vous voyez ici l'assistant virtuel qui vous est proposé. À l'inverse de ce qu'on a vu avant, lorsqu'on clique dessus, on a une interface qui est totalement dédiée à la conversation du coup qu'on va avoir avec cet assistant et qui permet d'avoir les choses en plein écran. Pareil sur mobile où ça occupe toute la surface de votre écran. Donc ça, on va dire, c'est un peu le niveau 1 de cette intégration. Oui, surtout sur les premiers exemples, mais en fait le bouton Messenger ou WhatsApp qu'on avait avant, en fait, il est juste remplacé par un chatbot IA, mais qui peut potentiellement aller plus loin avec tout ce qu'on connaît derrière, les bases de connaissances, etc. En termes il y a un atelier dédié à ce sûr. sujet-là, je crois, du coup, donc on va pas le spoiler. Ouais. Mais il remplace le chat classique. Oui, tout à fait. Non, oui, au-delà des fonctionnalités du chatbot, là, ce qu'on vous montre, c'est le web design, l'intégration et la manière dont on peut valoriser les services et les fonctionnalités. Là, chez One Provence, on a quelque chose d'un peu plus hybride. On retrouve quand même une ergonomie de navigation, là aussi, avec un menu horizontal, méga menu lorsqu'on clique dessus, etc. Ça se retrouve assez bien, que ce soit sur la version desktop ou sur la version mobile. Mais vous voyez, en revanche, que on a sur la partie centrale le service qui est largement mis en valeur, le petit bandeau là sur le côté, ici le petit discuter. Tout ça vous suit lorsque vous faites un scroll. La barre de chat suit le scroll et donc vous pouvez vous interfacer avec l'assistant conversationnel à n'importe quel moment. Donc là, on est sur un niveau 2, on va quand même plus loin dans la mise en valeur du service. Et lorsque vous activez justement ces services, alors vous passez dans un mode hybride sur desktop et sur mobile, vous pouvez switcher entre la navigation classique et puis le chatbot, revenir dessus. Évidemment, lorsque vous êtes dans la même session et que vous recliquez sur le petit bouton là qui vous donne accès à l'assistant conversationnel, vous reprenez la conversation, ça a gardé les choses en juste mémoire. et quand c'est placé au centre comme ça, comme on le voyait sur One Provence, on est dans la même un peu logique que quand Airbnb place au centre de sa page ou le moteur de recherche avec des disponibilités. C'est-à-dire la promesse de valeur, elle est quand même centrale, quoi. Voilà. Donc ça va un petit peu plus loin, effectivement. Ouais. Et là, je te laisse la dernière étape, mais on va encore plus loin. Et donc la dernière étape, vous voyez ici sur le site d'Infiniment Charente. Et là, on a beau chercher. Pas de menu, ni burger, ni horizontal. En revanche, ce que disait Mathieu, c'est que la promesse de service du site web, là, elle est parfaitement claire. On est en plein milieu, que ce soit en version desktop ou en version mobile, donc plus d'ergonomie de navigation classique, le chatbot et votre manière de vous interfacer avec les contenus du site web. Alors on va vous montrer une petite vidéo, mais là pour le coup on a été un peu obligé de l'accélérer. Je suis home page et puis je vais aller voir les activités et visites dans le vignoble. Et donc vous voyez là on s'attend à une landing page qui introduit la thématique, qui pose ce pilier d'offres et d'attractivité. Là je suis en vitesse vidéo x3. Voilà, pour vous montrer aussi que c'est pas neutre en termes d'expérience utilisateur d'aller sur ce type d'interface. D'autant lorsqu'on s'attend à avoir une page web, que vous avez l'habitude de produire sur vos sites de destination. En général, quelque chose d'assez immersif au départ. On suit le parcours d'achat du voyageur jusqu'à de la promesse de l'offre, du cross-selling, du cross-content en bas de page. En tout cas, sur ce genre de choses, généralement des choses assez graphiques et surtout qui permettent de valoriser un panel d'offres. Là, on est quand même dans les Charentes, donc sur un territoire qui est vaste où on s'attend justement à ce qu'il y ait une profusion d'offres. Là, la page est produite et générée en temps réel, du coup, par l'assistant conversationnel. Vous avez vu quand même que ça prend un petit moment, si même en x3. Donc voilà, on se pose, ça pose des questions d'aller aussi loin dans l'intégration, dans la génération de pages temps réel, tant sur les aspects de séduction, parce que vous voyez que en comparaison de ce qu'on a l'habitude de voir sur une landing page thématique de ce type, l'aspect séduction et immersion ont pris un coup dans l'aile, mais aussi en termes de SEO. Et je vous l'ai dit plus d'une fois, en termes d'expérience utilisateur, est-ce que j'ai vraiment envie pour ça, dans ce contexte-là de navigation, d'attendre 10-15 secondes, peut-être même un peu plus, pour avoir un résultat tel que celui-ci sur ce type de page. Bien sûr, il y a d'autres aspects sur ce site où ça marche évidemment beaucoup mieux dans le parcours de navigation. Et l'élément aussi à rajouter, c'est, parce que là on est sur un Perplexity de destination en fait, concrètement. Mais si j'arrive par Perplexity, je vais prendre ChatGPT, c'est plus simple. Ça c'était dur la soirée hier du coup. Donc si j'arrive par un moteur de réponse, comme ça, voilà, on est ok.
sur le site des Charentes. Je le trouve d'ailleurs, comment je le trouve dans les sources si j'ai pas de contenu vraiment en dur, voilà, c'est une question, mais je pense que ça on peut le résoudre. Mais si j'ai la même interface et que dans ma source, j'arrive et je retrouve la même interface de questionnement, enfin, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a un truc qui va pas là. C'est pas nécessairement ce que je viens chercher sur un site web de navigation et de nouveau sur ce type de page. Ouais. Et pour nous, se couper d'un menu de navigation classique qui est quand même pratique, jusqu'à preuve du contraire quand même, et qui a fait ses preuves, c'est un gros risque. Alors, ils aiment tenter des trucs à Charente Tourisme, hein, donc c'est chouette. Ils y vont en éclaireur. Pour nous, là, il y a une zone de risque qui est quand même importante. Voilà. Alors voilà, il y a aussi ça, réalisé sans trucage durant la conception de cet atelier. Alors, sur certains des sites web que vous avez vus, pas que, parce que là on vous montre la sélection qu'on a faite, mais on est allé en voir évidemment beaucoup d'autres. Et voilà, c'est aussi des technologies qui sont nouvelles, parfois encore un petit peu instables, parfois un petit peu indisponibles. Et donc, ben voilà, dans la continuité de ce qu'on disait précédemment, c'est que si on enlève les éléments et l'ergonomie de navigation un peu traditionnelle qui permet de retrouver des choses relativement facilement, on peut se heurter à ce genre de difficultés. Vous voyez que c'est vraiment réalisé sans trucage, hein, ça a été fait des captures sur tout un tas de sites web qui ont intégré ces assistants conversationnels. Alors, c'est pas disponible à ce moment-là, tu reviens le soir, ça l'est, évidemment, ce sont pas des bugs permanents, mais en attendant, l'expérience utilisateur, à chaque fois, on prend un coup. Donc, on pourrait se dire, bon, so what, hein, niveau 1, 2, 3, par quel bout on le prend? Ben, nous, nos préconisations à ce stade, c'est, voilà, de conserver une ergonomie de navigation et des menus classiques, ce qu'on a l'habitude de voir, des menus horizontaux sur desktop, menu burger sur mobile, des landing pages aussi et des contenus qu'on pourrait qualifier en dur, justement pour avoir une expérience différente lorsque je vais sur un moteur de réponse tel que Perplexity et lorsque je vais en consulter la source qui est le site web, je retrouve pas la même chose, j'ai quelque chose de complémentaire. Donc des contenus en dur, mais en revanche de contextualiser l'accès à l'assistant IA dans les parcours de navigation. Donc là, vous voyez des maquettes d'un site web qui est pas encore sorti, qui est le prochain site web des Pyrénées-Orientales. Là, on est sur la homepage, quelque chose d'assez traditionnel aussi. On retrouve en bas de cette homepage un bloc préparer mon séjour. On a valorisé avant ça, on a fait la pédagogie sur les zones touristiques de la destination, sur ses grandes thématiques, sur ses sélections affinitaires, sur son agenda. Bref, construction à peu près classique de homepage. Ici, en revanche, vous voyez l'assistant conversationnel qui est là et valorisé dans le parcours navigation au moment où je souhaite préparer mon séjour et donc où les questions pratiques peuvent se poser. On change un petit peu d'interface, on quitte la homepage et on va dans la rubrique Internet de séjour parce que ce site web-là est construit autour de 14 zones dans une logique autour d'eux, donc avec vraiment une logique de service et d'information en séjour, d'accueil numérique. Et donc là, vous voyez, on est autour de Collioure et on parcourt la page. On a évidemment des éléments de séduction. Ici, vous avez des sélections à facettes pour aller à la fois sur des éléments d'information, puis aussi avoir de l'information chaude. On continue à scroller, et puis là, on arrive sur les infos pratiques. On est effectivement bien dans une interface d'internet de séjour. Donc là, vous voyez, voilà, pour les touristes qui partent avec leur animal de compagnie, les parkings, les plages, on est vraiment dans cette logique d'accueil sur place. Et là, de nouveau, l'assistant conversationnel, l'assistant IA, a été contextualisé dans le parcours navigation parce que c'est à ce moment-là, dans le bloc info pratique, que ça prend le plus de sens. Ouais, en fait, même l'intention, en fait, ce qui est intéressant, là, je trouve vraiment dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, on a associé la fac au moteur conversationnel. Et une fax, c'est en fait un moteur conversationnel répond à des questions qu'on se pose. Donc en fait, on est dans l'intention. En fait, c'est-à-dire que, imaginons que le moteur plante ou à ce moment-là il marche pas. On a quand même la fac qui est à côté. Et en fait, c'est la même intention. C'est-à-dire que question-réponse. Pourquoi je vais questionner un chatbot? C'est pour une logique de question-réponse. Donc en termes d'ergonomie, ça semble assez pertinent de le travailler comme ça. En tout cas, on pense que c'est pertinent de le faire comme ça. Ça fonctionne très bien. Puis ça joue aussi le rôle d'amorce. C'est-à-dire que voilà, on vous suggère aussi comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité parce que la FAQ vous est proposée. Bien sûr, aussi les questions qui vont être posées dans cet assistant conversationnel vont permettre d'avoir une FAQ aussi type V2 parce qu'on va pouvoir partir de ce qu'on estime être les questions les plus posées, poser une FAQ version 1, poser le moteur conversationnel, laisser les choses vivre, porter un regard aussi sur les questions qui ont été posées et potentiellement reprendre les questions les plus posées, fort de ce qu'on a constaté avec l'utilisation voilà, de cet assistant conversationnel. On change là de thématique. Alors,
ce site web-là est pas tout à fait récent, mais force est de constater quand même qu'il fait voilà encore autorité sur la thématique qu'on souhaitait mettre en avant. Et donc ce n'est pas un site web qu'on va vous présenter à ce moment-là, mais c'est bien 7 sites web de cette destination qui est Brest Terre Océane et qui n'a aucune logique administrative. Alors derrière, il y a quand même un GIP, un groupement d'intérêt public. En revanche, la compétence tourisme appartient bien à chacun, est détenue par les collectivités de chacun des 7 offices de tourisme. Donc il n'y a pas de contrainte, si vous voulez, là-dedans administrative. On est dans la pleine logique touristique. Et surtout du point de vue, bien sûr, du visiteur, pour qui tout ça va prendre beaucoup de sens. Donc là, vous voyez 7 sites internet pour 7 offices de tourisme, dont la métropole de Brest ici, mais vous avez la presqu'île de Crozon, vous avez l'Iroise, vous avez, bref, des destinations magnifiques. Alors, au niveau du web design, on vous invite à aller les visiter. C'est des sites web qui ont été primés. Et on va aller rapidement, voilà, sur ce qui fait la particularité de ces sites web. Il y a un écosystème web qui est complètement mutualisé, avec un gestionnaire de contenu unique, un moteur du site web, un CMS qui est partagé entre les 7 sites web. Quelque chose de plus classique, ça, on a l'habitude de partager ces technos, mais bien sûr le SIT, le système d'information socle, est aussi le même. Une gamme de modèles de pages qui a été conçue collectivement, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu des séances de travail assez longues et intenses pour arriver à cumuler les impératifs d'une destination comme Brest, qui est plutôt dans une logique de city break, etc., avec des aspects beaucoup plus naturels, avec des types d'offres qui diffèrent complètement. Donc il a fallu créer aussi des modèles de pages qui s'adaptaient à tout ça. Un principe de web design commun aux 7 offices de tourisme. Et dans la logique client, lorsque moi, par exemple, j'ai pris un hébergement dans l'un de ces territoires, en revanche, les excursions, elles, je m'affranchis complètement des logiques administratives. Donc je vais aller consulter les sites web des voisins, en fait, pour voir mon excursion, où elle va se passer, prendre des informations pratiques. Or, ce qui est génial pour l'utilisateur, c'est qu'il va retrouver les mêmes principes de navigation, le même type de web design, avec, vous allez voir, quand même beaucoup de personnalisation pour chacun des 7 offices de tourisme. On se trompe pas, on est passé de l'Iroise à la presqu'île de Crozon ou autre. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Par contre, on garde les codes, on garde les logiques de navigation, et du côté client, ça nous facilite quand même grandement la vie. On a un socle fonctionnel commun qui ne bloque pas du tout les initiatives. Vous allez voir qu'ils ont réussi à personnaliser pas mal de choses. Donc là, vous voyez les 7 homepages des 7 offices de tourisme qui déroulent. Alors si on pouvait zoomer et voir un petit peu mieux, vous verriez vraiment l'affirmation du positionnement ici pour chacun d'entre eux est totalement propre à chacun de ces territoires, de même que les amorces et les accroches de séduction qui vous sont proposées. Mais vous voyez aussi parfaitement que dans le web design, le déroulement, l'architecture des pages, les logiques de navigation, et c'est le cas pour les autres modèles de pages, on retrouve des choses d'un site web à l'autre qui de nouveau facilitent grandement la vie à celui qui doit les utiliser. Alors c'est pas que du web design évidemment derrière ça pour que ça fonctionne. Là vous voyez sur la gauche, on est sur le site web de Brest. Je vais consulter le menu de navigation, je rentre un peu dans la rubrique Terre Océane qui est la porte d'entrée justement vers les autres les sites web des offices de tourisme qui sont autour. Alors tout ça, il y a quand même du développement touristique derrière ça. Il y a des produits communs, il y a la route des phares, c'est la plus grande concentration de phares au monde et nécessairement c'est quelque chose qu'on fait en itinérant. Ça se passe pas que sur le site de tourisme de l'office de Brest ou sur celui de l'Iroise ou autre, c'est partagé par la destination. Encore fallait-il le mettre en tourisme. Le GR34, une quantité impressionnante d'excursions. Bah oui, parce que moi, Brest ou l'Iroise ou un autre, je peux communiquer sur tous les autres parce que tous les autres le font pour moi. Donc c'est gagnant-gagnant, et donc la promesse d'activité, d'excursion, etc. Explose. Et ça c'est génial. Donc on a une autonomie complète pour chaque structure. Les modèles de page sont disponibles, duplicables. Ils font ce qu'ils veulent avec à partir du moment où l'architecture, elle, reste la même. On a une identité visuelle qui est partagée, des parcours de navigation similaires. On a un projet qui est mené de manière très collaborative, avec une stratégie marketing, mais même une stratégie de développement qui est partagée. Ça n'enlève pas bien sûr les objectifs propres à chacune de ces destinations. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que travailler de cette manière-là, au-delà de tous les bénéfices utilisateurs dont je vous ai parlé, on a un coût de développement individuel pour chacun des offices de tourisme qui est de l'ordre de 50 à 70%. Et donc ce qu'on va pas mettre dans le développement ou des modèles de page qu'on va
faire différemment les uns des autres et qui nécessitent du temps pour les agences et donc nécessairement un coût, ben, ce budget-là, on peut le mettre sur autre chose. Et on peut le mettre notamment sur de la production de contenu hyper qualitative. Vous avez vu que les sites web sont très graphiques, ils ont même été primés pour ça, alors pas que pour ça, aussi pour les logiques de navigation et le reste, mais on a quelque chose qui du coup est très esthétique parce qu'on a pu préserver cette enveloppe-là pour aller la mettre sur autre chose. Donc ça fonctionne bien un petit peu voilà, à tous les niveaux. Ça peut même permettre de se payer une AMO pour juste mettre tout le monde d'accord aussi autour de la table, effectivement, et faire en sorte d'avoir un tiers qui facilite aussi le travail à 7, qui est pas toujours évident non plus. Voilà. Alors un point visite California, donc on part en Californie pour un point ergonomique ou fonctionnel plutôt hyper précis que moi j'ai apprécié, donc j'assume. Là on est sur une page édito, une page qui est assez mise en avant dans différentes entrées du site, les 10 plages idéales pour les enfants. Et en fait vous voyez il y a un petit ours en haut là qui est le symbole de la Californie, qui a un petit rond comme ça et qui rappelle étrangement une story. Et en fait quand on clique dessus, on a des éléments complémentaires qui vont nous présenter en full screen, hein, exactement comme ça, l'ensemble des stories, enfin l'ensemble des plages ou une sélection de plages plutôt. Ouais, est-ce qu'on a les 10 ? Faudrait que je vérifie d'ailleurs. Je pense qu'on a les 10 d'ailleurs. On a les 10 plages qui sont présentées avec une belle photo type Instagram, présentées sous forme de story. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un swipe et le swipe en fait va mettre en avant. On va le voir là rapidement, mais le swipe va mettre en avant les offices de tourisme partenaires. La plupart du temps, c'est des plages, donc les plages sont bien présentées sur le site des offices de tourisme. On est la Californie. Californie, c'est un petit peu grand quand même, et donc on a des offices de tourisme dessous. Alors, les offices de tourisme en Californie, il n'y en a pas partout hein, quand même. Hein. On n'a pas la même culture de l'office de tourisme, mais dans les endroits Santa Monica, Carmel, Monterey, qui sont des endroits un peu cotés où il y a du tourisme vraiment fort, c'est structuré et il y a de l'office de tourisme. Et là, on va sur Carmel, visite le web. Et je trouvais que c'était intéressant, déjà, de recopier le format story pour faire de la séduction sur un site de destination. Et que c'était une très bonne manière aussi de mettre en avant ses partenaires. Parce qu'on pourrait faire la même chose avec des hébergeurs. On pourrait faire la même chose avec une sélection de camping, ouais, avec des prestataires d'activités. Et le format est hyper intéressant, je pense, pour faire ça. Voilà. On va parler de quand même juste, on termine notre sélection avec JP. Donc là, c'est un peu nos coups de cœur et en dehors des sites de destination. On travaille beaucoup avec des destinations, donc je pense que ça s'est vu dans le benchmark. Alors, je suis désolé pour les entreprises, mais voilà, on a plutôt des sites d'entreprise là maintenant. La Folie Douce, la Folie Douce qui est à. Alors la Folie Douce, c'est un gros bar aussi c'est à Val d'Isère, hein, c'est ça, où ça fait bien la fête. C'est aussi un hôtel hyper intéressant, hyper tendance. À Chamonix, et j'ai beaucoup aimé leur site en fait, tout simplement. C'est vraiment juste voilà le design, le parti pris graphique, le choix des photos aussi qui appuie le positionnement particulier de l'hôtel, et un retour aussi. Alors ça, on l'a vu sur plusieurs sites, le retour des animations. Moi, quand j'ai commencé il y a longtemps dans les Cévennes, et je me souviens des premiers sites de camping de l'Ardèche qui avait des soleils qui clignotaient. Et à l'époque, c'était cool d'avoir des soleils qui clignotaient sur les sites de camping. Et après, c'est devenu vraiment naze. Hein. Mais voilà. Et là, on a le retour un petit peu de l'animation. Alors, c'est pas les mêmes soleils, hein, mais on a un peu le retour de l'animation. Et un point aussi que je voulais mettre en avant, c'était la façon dont ils mettent en exergue les éléments clés de leur texte. Le petit j'entoure en jaune, je surligne un peu à l'arrache comme ça, en complément du gras, facilite vraiment la lecture. Et quand on a des trucs vraiment importants à dire, et ben on l'entoure, on le fait comme ça. C'est pas révolutionnaire, mais franchement quand c'est bien fait comme ça marche assez bien. Et dans la même logique, on a Rocky Pop Hotel qui est voilà, je sais pas, c'est le même principe qui met en avant. Du coup, il y a une animation. Voilà, je dors. Donc c'était aussi pour le petit côté animation. Je sais pas si vous voyez le petit plongeur qui vous invite à scroller. Là, vous voyez, petit plongeur. Là, il y a une petite animation. Hein, il y a des petites bulles qui sortent, vous voyez. Et là, il y a le scroll. Bon, c'est un petit détail, mais ça, on le retrouve sur les sites qui ont vraiment un design assez poussé. Donc, le retour de la petite animation, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Et dernier exemple du coup. Et là, on finit par un Marseillais qui présente un truc de Marseille, comme d'habitude. Ouais. Le coup de cœur est à plusieurs niveaux. En tant que musicien et Marseillais, c'est difficile de passer à côté du site web du Delta Festival. C'est un site web qui, vous allez voir, top design et qui va
au bout de la promesse, tant en termes de voilà de séduction autour du festival et de sa programmation, que des services qu'ils souhaitent rendre. Alors, ce que vous allez voir, on a l'habitude de le voir plutôt sur les sites web de destination. Vous allez dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais lorsque ça se fait comme ça sur un site d'événementiel, on voit que ça fonctionne quand même super bien. Alors, au niveau du web design, puisque je voulais teaser, de nouveau, ces animations, vous voyez que quand on a des sites web qui ont des partis pris comme ça, graphiques, très identitaires, on retrouve ça. On a des invitations qui invitent au scroll et qui permettent... Alors là, je vous ai montré la version desktop parce que c'est là où on s'en prend le plus plein les yeux, mais la logique fonctionne également hyper bien sur mobile. Et vous avez la même logique du delta, du coup, du nom du festival qui vient s'élargir pour vous proposer une vidéo qui est hyper dynamique et qui arrive en plein écran. Et en fait, vous faites ça juste au moment du scroll. Donc, vous scrollez 3 fois, la vidéo s'agrandit 3 fois jusqu'à occuper la pleine surface de votre écran. Et là, vous en prenez plein les yeux. Vous continuez à scroller, vous allez rentrer dans des choses un petit peu plus classiques, ensuite de présentation du line-up, des artistes, de la programmation. Là, on commence à voir des trucs qui commencent à être intéressants. Billetterie passe, nos offres, hôtel plus passe. Vous dites, tiens, sur un site d'événement, sur un site de festival, voilà, c'est pas complètement traditionnel. Vous avez une mise en avant des points forts, le lieu, la programmation, de multiples passes, et pour le coup, cet aspect de package. Ensuite, on retrouve des choses un peu plus classiques sur l'inscription à la newsletter, etc. Alors là, on va passer en revanche en mode mobile pour voir le parcours de navigation. Et donc là, je rentre dans le menu, je vais dans l'onglet package, et là-dedans, je vais choisir voilà, une formule bus plus hôtel plus pass festival. On vient à 2, on vient sur le pass 3 jours, on choisit les dates. Voilà, on fera le festival du vendredi au dimanche. Et puis là, dans mon exemple, je vais partir de Montpellier sur les dates. Et là, la recherche se lance. Alors j'ai déjà choisi, évidemment, le pass qui sur les 3 jours de festival. Donc ça, ce truc-là est déjà mis entre guillemets au panier. J'ai une sélection d'hôtels qui m'est proposée. Alors on est sur de l'hôtellerie seulement. Ils sont pas allés effectivement sur le locatif ou autre, qui aurait certainement posé des problématiques de disponibilité de l'offre, en tout cas de la disponibilité au sens data, connectivité. Donc là, on a une offre hôtelière, mais par contre qui couvre toutes les gammes de prix, notamment pour des publics jeunes et festivaliers. Et ensuite, transport en commun, vous pouvez venir en bus avec du flexibus, du blablabus depuis les principales villes de France, d'Espagne, d'Italie et de Suisse. Vous mettez le tout au panier, vous avez un paiement unique, une confirmation unique, et donc vous achetez certes votre passe pour le festival, mais vous avez aussi réglé votre transport. Vous pouvez venir en bus à moindre coût, et en plus vous pouvez avoir une sélection d'hébergement, le tout sur une seule interface, avec de nouveau la facilité du parcours d'achat, voilà, qui est mise en avant. Alors derrière ça, il y a une techno, voilà. Nous, je vous dis, ce sont des choses qu'on a l'habitude un petit peu de voir sur des sites web de destination notamment. Festival.io, je vais y arriver. Donc qui est derrière ce qui vous est proposé là sur le parcours d'achat. Et chose un petit peu intéressante aussi, c'est que ça, c'est aussi un site internet, et en fait tous les festivals qui se sont équipés de cette technologie-là sont mis en avant sur un site web, donc pour le coup assez graphique là aussi, et donc vous pouvez consulter le Delta Festival et d'autres qui sont proposés en France et ailleurs en Europe, et ils mettent en avant en fait les festivals et les événements aussi avec qui ils travaillent. Et entre le site web et ce parcours d'achat là qui propose d'aller jusqu'au bout des choses, on avait trouvé là aussi que c'était hyper intéressant. Voilà, on arrive au bout de cette sélection. On espère que ça vous a plu. On peut peut-être se garder, Mathieu, encore. Alors pas beaucoup de temps parce qu'on a été en retard dès le début, mais on peut prendre quand même quelques questions si vous voulez. On peut pas totalement une ou deux empêcher. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations? Non, c'est bon. Non. Ouais, si, il y a une seule. Moi, je voulais juste dire que j'adore ce que vous faites tous les deux. C'est gentil. On prend. Merci, c'est gentil. Ça va nous coûter cher encore, ça, mais bon. Ouais, grave. Et encore, on n'a pas fait de claquette aujourd'hui. Une question, une vraie question. Merci, François. Mais une question? Non? Oui? Ok. Ça marche. Eh ben, dans ce cas-là, on vous souhaite. Ah, si, il y en a une? Oui, mais il y a une question. Excusez-moi. Non, c'était pour le site de l'Acclusa, dont vous avez pas mal parlé. Oui. Sur l'outil de commercialisation qui est derrière, c'est lequel? Ah, c'est Ferratel qui est derrière. C'est Ferratel. Ouais.
Voilà, question-réponse, facile. Merci. FAQ. FAQ. Là, il n'y a pas besoin de chatbot, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, on vous Ouais, libère. Merci beaucoup pour votre attention Ouais, merci. et à plus tard.